Très bien les amis, ici Harris Sultan. Et comme vous le savez, le président Trump a lancé une attaque virulente contre la communauté somalienne aux États-Unis. Maintenant, a-t-il raison? A-t-il tort? Commençons simplement par les commentaires de Trump. D'abord, Les Somaliens ont escroqué cet État pour des milliards de dollars. Des milliards chaque année, des milliards de dollars. qu'entend-il par là? Des milliards de dollars? Vraiment? Passons chaque point en revue et tentons d'y répondre. Donc Trump n'invente pas tout ça. Il y a beaucoup de preuves à ce sujet, alors regardons ce reportage de Fox News. Les enquêteurs constatent que la fraude au Minnesota s'aggrave chaque jour. Kelly Loeffler, directrice de l'administration des petites entreprises, affirme que son agence a enquêté sur l'État pendant 2 jours. Ils ont déjà découvert au moins 1 million de dollars de fraude au programme de protection des paiements en seulement 2 jours. Plusieurs des lanceurs d'alerte au Minnesota ont également déclaré aux législateurs qu'ils pensent que le montant total de la fraude pourrait dépasser 8 milliards de dollars. Le gouverneur Tim Walz, qui est en campagne pour sa réélection, est critiqué parce que tout cela s'est produit sous sa responsabilité. Mais il affirme que ces programmes sont suspendus. Des auditeurs externes évaluent la fraude et des mesures sont prises pour l'empêcher. Il ne conteste ni ne nie totalement, sans qualifier cela de simple baliverne de Trump. Tout ce que nous avons à décider, c'est quelle était l'ampleur de l'escroquerie. Empêcher que cela ne se reproduise. Et il défend sa gestion de l'État tout en attaquant les républicains et le président. Et de cette façon, ça ne nous intéresse pas. Pas besoin d'entendre ça. Des conneries. Trump pourra-t-il agir concrètement contre les personnes anti-américaines aux États-Unis? Il parle durement des Somaliens, des enclaves radicales, des expulsions massives, les médias crient au racisme, les militants pleurent sur Cube. Mais la vraie question est simple. Que se passe-t-il réellement ensuite? Alors comment les autorités américaines découvrent-elles cette fraude? Il y a un autre bon reportage de Fox 9. En décembre 2021, le FBI a posé une caméra de surveillance près de ce bâtiment à côté de Lake Street à Minneapolis. Le restaurant Safari avait reçu 12 millions de dollars de paiements fédéraux pour les repas d'enfants lors de la distribution de nourriture. L'ancien copropriétaire de Safari, Salim Saïd, est jugé aux côtés d'Amy Bach, la directrice exécutive de Feeding Our Future. Safari affirmait nourrir de 4 000 à 6 000 enfants par jour. Ses factures et décomptes de repas ont été présentés au jury en même temps que la vidéo. Un agent du FBI témoignant qu'en moyenne, 40 personnes entraient et sortaient pendant les 6 semaines de surveillance. Le FBI a placé 12 caméras sur des sites qui déclaraient servir un nombre exceptionnel de repas. Un autre site, une épicerie fine à Saint-Paul enregistrée par Salim Saïd, affirmait servir 1800 repas quotidiens. La vidéo présentée au jury montrait en moyenne 23 personnes par jour entrant et sortant. Le jury a vu des dizaines de factures, de décomptes de repas et d'emails saisis au siège de Feeding Our Futures à Saint-Anthony. Certaines affichaient des liens vers des sites générant aléatoirement nom et âge pour créer des listes d'enfants ayant reçu des repas. Nombre d'entre eux étaient signés ou envoyés par Amy Bach, accusée de fraude électronique et de corruption pour dépôt de vin présumé. Son avocate a tenté de semer le doute lors du contre-interrogatoire de l'agent du FBI, soulignant qu'il n'avait pas vu l'entrée arrière possible. Des repas laissés emballés dans des camions pour la livraison, il a rétorqué en insistant sur le fait qu'il verrait quand même une telle congestion à ce volume, a-t-il déclaré. Je dirais que cela n'aurait aucun sens. Ils ont donc trafiqué les chiffres. Est-ce de l'incompétence ou de la complicité? Qui sont ces personnes? 2 noms ont été mentionnés, un homme somalien et une femme américaine blanche locale. Mais qui sont ces personnes? Et parlons d'Ilhan Omar et de cela. D'accord, cette nouvelle vient juste de tomber. Il y a quelques instants, Fox News a obtenu des photos de l'un des immigrés illégaux somaliens impliqués dans le scandale de fraude du Minnesota avec plusieurs démocrates du Minnesota très en vue, y compris la députée Ilhan Omar et le gouverneur Tim Walz. L'homme sur la photo est Abdul Daher Ibrahim. Il est entré dans le pays en 2000 et fait l'objet d'un ordre d'expulsion depuis 2004. Il a aussi déjà été condamné au Canada pour fraude à l'asile et à l'aide sociale. L'Immigration and Customs Enforcement a indiqué à Fox News qu'Ibrahim avait obtenu le statut de protection temporaire pendant 10 ans alors qu'il n'y était pas éligible. Nous en parlerons plus dans la prochaine heure. J'ai lu dans un rapport que 99% des personnes arrêtées sont somaliennes, sauf cette femme, Amy.
Toutes les autres personnes sont somaliennes et je crois qu'ils ont procédé à environ 22 arrestations jusqu'à présent. Et ce sont tous des Somaliens. Donc ce que dit Trump sur le fait qu'il nous arnaque des milliards et des milliards de dollars, c'est vrai. Maintenant, sur cette chaîne, j'ai souvent souligné que le caractère des gens est façonné par leur culture. D'accord que vous pensiez qu'être honnête est bien ou qu'être un peu louche soit acceptable. Que vous considériez le travail comme une valeur ou acceptiez la paresse. Tout cela est façonné par votre culture. C'est la raison pour laquelle certaines cultures restent dans la misère, tandis que d'autres visent de la lune. J'en suis convaincu. Beaucoup de pays du tiers-monde cherchent des excuses, contrairement à la Chine. Oui, un peuple travailleur. La Chine était un pays du tiers-monde en 1945, dévasté par la guerre civile et la Seconde Guerre mondiale. Il leur a fallu 30 à 40 ans, puis ils se sont relevés. Je n'aime pas le Parti communiste chinois, je ne suis pas fan des régimes autoritaires, mais on ne peut pas nier cela. Ils avaient le même avantage initial que la Somalie, l'Éthiopie, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, etc., qui se plaignent du colonialisme. Regardez la Chine. Comment est-elle devenue la deuxième économie mondiale et l'un des pays les plus puissants ? C'est à cause de leur culture, voilà pourquoi. Donc j'allais faire quelques calculs, j'allais chercher à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans la culture somalienne qui les pousse à agir ainsi ? Donc un autre ex-musulman, un ex-musulman australien, le Cyberpunk Dingo, il a fait une très bonne vidéo sur la Somalie. Regardez la vidéo complète. Voici un extrait et écoutez la partie la plus importante. Dans quelle mesure se sont-ils vraiment intégrés à l'économie? Les chiffres sont préoccupants, surtout concernant les revenus. Le ménage somalien médian au Minnesota gagne entre 38 000 et 44 000 $ par an selon les données. C'est moins de la moitié de la médiane américaine et bien inférieure à celle du Minnesota. Ce n'est pas une situation temporaire des débuts en Amérique. Après des décennies, 36 à 40% des Somaliens du Minnesota vivent toujours sous le seuil de pauvreté. En résumé, ils sont un fardeau pour la société américaine et tirent l'Amérique vers le bas. C'est ce que nous disons, et c'est exactement la même chose partout. Ça se passe partout en Occident, ils ont détruit la Grande-Bretagne, ils ont détruit l'Allemagne, ils ont détruit la France, partout. Je ne parle pas seulement des Somaliens, je parle des gens venant de cultures où le travail acharné est mal vu. Je ne fais pas de stéréotypes sur tout le monde, encore c'est pas ça. Mais les chiffres ne mènent pas. Je suis sûr qu'il y a des exceptions, je suis sûr qu'il y a des individus qui travaillent vraiment, vraiment dur. Comme pays, il faut prendre du recul et examiner chiffres et culture. 3 à 4 fois le taux de pauvreté de l'État. Pour donner une idée, la communauté réfugiée Chmong, autrefois touchée par un faible niveau d'éducation et la guerre de la nutrition, a aujourd'hui un taux de pauvreté légèrement inférieur à la moyenne du Minnesota. La communauté somalienne n'a pas suivi la même trajectoire ascendante. L'emploi raconte la même histoire. Les données nationales américaines sur les travailleurs nés en Somalie sont floues, mais celles du Minnesota et d'Europe sont révélatrices. Au début des années 2000, même les leaders communautaires de Minneapolis admettaient que les femmes somaliennes étaient presque totalement absentes du marché du travail. Beaucoup d'hommes peinent à obtenir un emploi stable en raison des barrières linguistiques, d'un faible niveau d'éducation et de familles nombreuses. Et aussi à cause de la culture de l'assistanat. Le président de l'Europe montre que ce n'est pas qu'un problème du Minnesota. Au Royaume-Uni, en 2008, le taux d'emploi des femmes somaliennes était de 6 à 9 %, quasi nul, contre environ 40 % pour les hommes. Seuls 40 % des hommes somaliens valides travaillent et seulement 4 % des femmes, soit presque aucune. En quoi cela profite-t-il à l'économie britannique ? En fait, c'est un cercle vicieux. Donc, non seulement ils ne travaillent pas, mais en plus ils demandent aux autres contribuables britanniques de leur verser à nouveau des allocations sociales. Pourquoi devrait-on accueillir des personnes issues de cultures qui n'aiment pas travailler ? Alors Donald Trump a-t-il tort ? Le recensement de 2021 révèle un chômage plus du double de la moyenne nationale et 47 % d'inactivité. Près de la moitié des Somaliens en âge de travailler ne sont pas sur le marché du travail. Avant de poursuivre, si vous appréciez cette vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et pensez à vous inscrire sur Patreon qui offre de nombreux avantages. Les données sur l'aide sociale, le Cyberpunk Dingo, allez voir sa chaîne. Il fait des vidéos incroyables. Est tout aussi sombre. Au Minnesota, plus de 70 % des foyers somaliens dépendent d'une aide publique. Je crois que Trump a dit quelque part 88 % d'accord, peut-être un peu moins, je ne sais pas, ça dépend des chiffres qu'il regardait. Mais 70 % des gens dépendent de l'aide sociale, d'une forme ou d'une autre. Et cela a parfaitement du sens quand seulement 96 % de vos femmes travaillent et seulement 45 % de vos hommes travaillent et que vous avez de grandes familles. Bien sûr, vous allez dépendre de l'aide sociale, du logement social.
Et ce n'est pas seulement mauvais parce que quelqu'un d'autre travaille pour eux et paie pour leur mode de vie. Si vous y réfléchissez, ces contribuables occidentaux ne font pas d'enfants parce qu'ils ont du mal à avoir de grandes familles. Ils peinent, en fait, pour se faire remplacer. C'est horrible, tout est cassé. Supplemental Nutrition Assistance Programme Section 8, Medicaid, Logement social ou autres aides de l'État. Le Bureau de réinstallation des réfugiés a souvent noté que les réfugiés somaliens, surtout les femmes, ont les taux d'emploi les plus bas parmi les réfugiés aux États-Unis. Et comme les familles somaliennes ont tendance à être plus nombreuses, le ratio de personnes actives par rapport aux personnes à charge est encore plus faible. Il augmente. Eh bien, désolé, utilisateurs encore plus. Donc même ceux qui travaillent, c'est 45% de la population masculine qui travaille réellement. Même eux dépendraient d'allocations sociales car ils auront des emplois peu rémunérés. Ils ont de grandes familles et ne peuvent donc pas les soutenir. Ce n'est pas spécifique à l'Amérique. En Suède, seuls 27% des hommes somaliens étaient employés. Tu sais pourquoi ? En Suède, c'est pire. Leurs aides sociales sont encore plus généreuses. C'est pourquoi seuls 13% des femmes ont un taux d'emploi de 27% et les femmes, 13%. En Norvège, seuls 4,27% des immigrés somaliens travaillent, contre près de 74% de la population générale. Aux Pays-Bas, le chômage chez les Somaliens atteint 34%, le plus haut parmi les groupes d'immigrés. Même ceux qui travaillaient avaient surtout des emplois temporaires et mal payés, à peine mieux que les allocations. Partout, aux États-Unis, Royaume-Uni, Scandinavie ou Pays-Bas, le schéma reste le même. En réunissant ces chiffres, la tendance économique est claire. L'immigration somalienne a entraîné un coût fiscal important pour ces pays. Vous pouvez donc regarder le reste de la vidéo, je mettrai le lien dans la description. Donc Donald Trump a raison. Ils ne travaillent pas, ils ne paient pas d'impôts, ils sont un fardeau net pour votre économie. Et je viens juste de l'apprendre grâce à cette vidéo. 50% du produit intérieur brut de la Somalie est constitué de transferts de fonds étrangers, donc l'argent qu'ils gagnent ici, ils l'envoient l'enfant à leur famille élargie en Somalie. La moitié du pays dépend des transferts de fonds étrangers, soit environ 2 milliards de dollars, dont 50% viennent des États-Unis. Mais c'est états-unissant. Écoutons quelques-unes des autres affirmations faites par Trump. Et ils ne contribuent à rien. Leur taux d'aide sociale est d'environ 88%. Ils ne contribuent à rien. Je ne veux pas d'eux ici. Je suis honnête. C'est juste. On dira, ce n'est pas politiquement correct, mais je m'en fiche. Je ne veux pas d'eux ici. Leur pays ne vaut rien pour une raison. Leur pays craint et nous ne voulons pas d'eux dans notre pays. Je pourrais en dire autant d'autres pays. De nombreux pays du tiers-monde sont ainsi. Pourquoi un contribuable américain devrait-il financer la vie d'autrui ? Pourquoi ? Il n'y a rien de mal à ça. Ce politiquement correct nous a menés là où nous en sommes aujourd'hui. Foutu, chaque pays occidental est foutu. Le tiers-monde est le tiers-monde à cause de ses habitants, à cause de la culture, pas à cause de la race. Je ne fais pas un argument racial. Ça n'a rien à voir avec la couleur de ta peau, tout dépend de tes valeurs, de la culture qui t'a été inculquée. Je sais pour sûr que les Afghans, ici même en Australie, font beaucoup d'enfants parce qu'ils connaissent notre système d'aide sociale. Avec Centrelink, tu es mieux payé si tu as plus d'enfants. Alors ils se disent que je pourquoi devrions-nous travailler ? Pourquoi ne pas avoir plus d'enfants ? Avec 5, 6 ou 7, on peut vivre dans une grande maison confortable. Pourquoi travailler alors ? Comme je l'ai dit, c'est un double coup dur. Il pèse mot sur ton économie et les contribuables natifs et tu subventionnes ton propre remplacement. Voilà pourquoi c'est révoltant. Je peux dire pareil pour d'autres pays. On ne veut pas qu'ils aillent en enfer. Nous devons reconstruire notre pays. Vous savez, notre pays est à un point de bascule. On peut mal tourner. Nous sommes à un point de bascule. Je ne sais pas si ça dérange les gens que je dise ça, mais je dis qu'on pourrait aller dans un sens comme dans l'autre. Oui, en fait, il l'a dit de façon encore moins politiquement correcte, pas lui-même. Il a retweeté avec un commentaire « Quelqu'un, laissez-moi vous lire ça. » D'accord, c'est très important. Je suis désolé si tu as l'impression que je t'interromps, mais c'est important d'y aller étape par étape. Regarde ça. Brandon Dilley a publié ceci. 2 options s'offrent à nous. Expulser tous les migrants du tiers-monde, les étrangers en situation irrégulière et les détenteurs de visas hostiles à l'Amérique. Oui, si tu détestes l'Amérique, pars. Nous sommes à un tournant et ce n'est pas propre à l'Amérique. Je pense que l'Amérique est le seul pays dont le dirigeant a assez de cran pour dire les choses telles qu'elles sont. Alors que Keir Starmer, Anthony Albanese, Friedrich Merz ou Emmanuel Macron, eux, ils ne peuvent pas le dire, ils n'ont pas de courage, ils ne peuvent pas dire la vérité à leur public. C'est comme ça qu'il faut penser.
Expulsez chaque migrant du tiers-monde, chaque clandestin et chaque étranger qui déteste votre pays, expulsez-les, vous n'en avez pas besoin. Pourquoi as-tu besoin d'autant de serpents dans ta maison? Pourquoi? C'est un exemple très approprié. Abandonnez votre nation comme l'a fait le Royaume-Uni et regardez votre société s'effondrer dans les années à venir. Ça arrive, l'Arcain, les gars, ça arrive. Et il ne parle pas seulement de l'Amérique, il parle aussi d'autres pays occidentaux. À l'époque, un Britannique soutenait la Grande-Bretagne, un Américain l'Amérique lors de conflits entre les deux pays. Mais maintenant, on voit cette union de tous les Occidentaux qui disent « D'accord, si ce que le président Trump dit a du sens. » Oui, je suis d'accord avec le président Trump. Nous avons beaucoup d'Australiens conservateurs, beaucoup de Britanniques conservateurs qui sont d'accord avec le président Trump. Pourquoi? Parce qu'il y a cette nouvelle niche qui émerge où les gens comprennent cela. Si nous ne restons pas unis, la civilisation occidentale risque de s'effondrer totalement. C'est la plus grande menace pour la civilisation occidentale depuis la Seconde Guerre mondiale et la montée de l'Allemagne nazie. Donc bref, voici mon point. C'est ce que le président Trump a ordonné. Les autorités américaines ont demandé aux diplomates au Royaume-Uni de collecter des données sur la criminalité des migrants. Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré que les citoyens britanniques, ces donc sont tout en bas. Ils représentent la démographie qui commet le moins de crimes par habitant. Je pense que les Albanais et les Afghans sont en tête, le Royaume-Uni est tout en bas. Trump ne s'arrête pas, d'accord, et ce n'est pas seulement avec le Royaume-Uni, il a fait la même chose avec l'Australie aussi. Trump ordonne à l'ambassade États-Unis de recueillir des données sur la criminalité des migrants en Australie. Tous les Australiens se demandent « Qu'est-ce qui se passe ?» Il y a 5 ans, ça n'arrivait pas. Maintenant, des gens se font poignarder par des gangs criminels africains à Melbourne. Melbourne a été la ville la plus agréable à vivre pendant 15 années consécutives et maintenant c'est devenu la capitale mondiale du crime. La Suède. J'y ai grandi, c'est le pays le plus agréable et le plus heureux du monde. Et maintenant, il y a plus d'explosions en Suède qu'en Afghanistan et au Pakistan réunis. Qu'ont-ils fait? Et je vous le dis, ce ne sont pas les natifs. D'accord, donc il y a tout un rapport que Trump a publié. La civilisation européenne pourrait disparaître dans les 20 prochaines années si le continent ne parvient pas à surmonter ses divisions politiques et à réformer ses politiques migratoires et démographiques, selon la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis, publiée par la Maison-Blanche. Et par réformer ses politiques migratoires et démographiques, Trump veut dire expulser chaque migrant du tiers-monde, chaque étranger en situation irrégulière et chaque détenteur de visa qui déteste le pays dans lequel il vit. C'est très simple les gars, ce n'est pas si difficile. D'accord, ce n'est pas si difficile. Finissons-en avec Trump. Nous allons dans la mauvaise direction si nous continuons à laisser entrer des déchets dans notre pays. Des déchets. Omar est une ordure, elle est une ordure, ses amis sont des ordures. Ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui disent « Allons-y, venez, faisons de cet endroit un endroit formidable ». Ce sont des gens qui ne font que se plaindre. Et commettre des fraudes et être un fardeau pour les contribuables. Ils se plaignent. Et d'où ils viennent? Ils n'avaient rien. Vous savez, ils viennent du paradis et ils disent que ce n'est pas le paradis. Mais quand ils viennent de l'enfer, ils se plaignent et ne font que râler et gémir. Nous ne voulons pas d'eux dans notre pays, qu'ils retournent d'où ils viennent et qu'ils arrangent les choses là-bas. C'est là que ma théorie intervient. Les gens restent toujours fidèles à leur propre culture d'origine. Même si leur culture d'origine est absolument pathétique, ils y resteront toujours attachés. Et c'est une telle dissonance cognitive étrange. C'est comme, si j'aime le Pakistan, pourquoi est-ce que je ne vis pas au Pakistan? Pourquoi? Le jour où ces personnes quittent leur pays d'origine, elles disent littéralement que leur pays est un trou à rats et qu'elles partent à la recherche d'une vie meilleure. Après la famine, de nombreux Irlandais ont émigré en Amérique. Je pense qu'il y a aujourd'hui plus d'Irlandais en Amérique qu'en Irlande. La population souffre encore de la famine du XIXe siècle, apparemment causée par les Britanniques, sans réaliser que les Irlandais partis en Amérique sont devenus loyaux aux États-Unis. Oui, bien sûr, ils ont la Saint-Patrick et tout ça. Et encore une fois, l'Irlande n'est pas une culture hostile envers l'Amérique, mais ces pays le sont. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends pas pourquoi certains, comme les musulmans réclamant la charia au Royaume-Uni ou aux États-Unis, disent cela. Ces gens-là, je ne sais pas qui les conseille. Ils se tirent une balle dans le pied au lieu de dire « Non, président Trump, vous vous trompez ».
Oui, je suis somalien, mais j'aime l'Amérique. Ma vie est pour l'Amérique. Je n'ai pas choisi de naître ici, mais je suis un Américain fier. Au lieu de dire ça, ils insistent encore plus et ils provoquent et antagonisent le peuple américain. C'est comme wow, vous ne faites que motiver ces gens à vous expulser. Vous n'êtes trois que 10 000. Bien sûr, tout le monde n'est pas pareil. 44% travaillent encore. Mais c'est une mauvaise approche, c'est stupide. C'est exactement ce que font les musulmans. Eh bien, les Somaliens sont aussi musulmans. C'est exactement ce que font les musulmans en Grande-Bretagne. Nous pensons que ce n'est ni une bonne politique, ni une bonne stratégie. Vous ne faites que les motiver à vous expulser. Alors, laissez-moi vous montrer quelques vidéos de ces idiots qui persistent dans leur bêtise. C'est collectivement un moment de quotient intellectuel très bas. Vous ne devriez pas provoquer le peuple américain. Écoutez cela dans le quartier de Minneapolis. Vous sentez-vous plus à l'aise de vivre sous la loi américaine ou préférez-vous vivre sous la loi de la charia? La loi de la charia. Je suis musulman, je préfère la loi de la charia. Qu'est-ce que tu fais en Amérique alors? Pourquoi? C'est tellement stupide, c'est tellement stupide. Et je dois admettre que ce n'est pas seulement avec les Somaliens, c'est avec chaque musulman, même les musulmans nés et élevés au Royaume-Uni, en Australie. Ils disent tous qu'ils aimeraient en vivre sous la charia, d'aller en Afghanistan. La loi de la charia. Oui, Vous préférez la loi de la charia à la loi américaine? Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que la plupart de vos amis pensent la même chose? Oui, bien sûr. Si tu es musulman, oui. Il peut faire épouser sa fille à quelqu'un. Oui, il peut. Oui, il peut. Il en a l'autorité. Toi, oui, pour faire ça. Oui. Selon toi, à partir de quel âge est-ce acceptable? Oui, 15 ans. Est-ce qu'il est juste de tuer quelqu'un qui est aussi... 15 ans. Heureusement, elle n'a pas dit 9, c'est tellement évident. Est-ce qu'il est juste de tuer quelqu'un qui insulte Mohamed? Oui, parce que elle, oui, mais elle avait cette religion, je comprends. Est-ce qu'elle parle de Valentina Gomez? Mais elle ne devrait pas parler du prophète, tu sais. Tu comprends pourquoi certains voudraient l'attaquer? Oui. Tu as le choix. Tu préférerais vivre ici? Est-ce que c'est le niveau des musulmans? Je préférerais vivre dans un pays musulman avec mon peuple. Tu préférerais vivre en Amérique ou en Somalie? Pour moi, je pense que c'est la Somalie. C'est ça, donc. Ce n'est pas comme s'ils étaient nés et avaient dansé grandi en Amérique et qu'ils étaient partagés et qu'ils avaient construit leur vie en Grande-Bretagne ou en Amérique. Ils viennent de Somalie. Qu'ils y retournent. Je pense qu'on peut organiser une collecte de fonds pour ces gens-là. Tu veux aller en Somalie? Ce journaliste aurait dû poser cette question. D'accord, si je t'achète un billet à condition que tu renonces à ta citoyenneté américaine, je peux faire retourner toute ta famille en Somalie. Je peux aussi te donner 1 000 $ d'argent de poche, ce qui est énorme en Somalie. Tu aurais dû le demander. On devrait vraiment le faire, les gars. On devrait lancer une cagnotte GoFundMe pour ces gens, sérieusement, et s'assurer qu'ils signent le formulaire de renonciation à la citoyenneté. Parce que ces gens-là, tu sais, ils vont dire « on prend l'argent et on revient ». je préférerais la Somalie. Je ne suis pas américanisé, je parle juste couramment et je suis articulé et je peux exprimer ce que j'essaye de dire. Tu vois ce que je veux dire? Non, vraiment, tu n'es pas si articulé non plus, mon frère. À part ça, je suppose que, pour ce qui est de ma culture, de mes préférences et tout le reste, c'est toujours la Somalie. Oui, même ici où tu as toute la liberté, Et même si j'ai toute la liberté, penses-tu que la vie serait meilleure en Somalie qu'ici? maintenant tu as la liberté de pratiquer ta religion tout en travaillant et en faisant tes autres activités. Expazer. Regarde ce clown, d'accord? Amy Mack a publié cette vidéo. Laisse-moi te donner un avertissement. Tes oreilles pourraient en saigner, mais c'est important que tu écoutes ça pour savoir à quoi tu fais face. Je n'ai pas besoin de dire cela aux Américains, car ils sont plus loyaux, nationalistes et patriotes envers l'Amérique que certains Européens. Mais c'est important parce que vous avez aussi une grande population éveillée qui déteste son pays. Ma plus grande peur dans la vie, c'est que cet homme ne soit jamais témoin de notre prise de contrôle totale. Oui, il se peut qu'il ne soit jamais témoin du fait qu'il a déjà vu notre prise de contrôle partielle, notre petit succès en Amérique. Quel succès, mon frère! Vous êtes un fardeau net pour les contribuables. De quel succès parles-tu? À quel point ces gens sont-ils perdus? Encore, l'islam peut faire ça. Les Indiens ne se comportent pas comme ça pour une raison quelconque. Les Indiens attirent aussi beaucoup de haine en Amérique. Les Indiens, tu sais, ils gagnent beaucoup. Ils peuvent se dire que nous payons plus d'impôts par habitant que même les Américains blancs. C'est vrai, donc tu peux clairement voir que les Indiens paient un plus d'impôts. Et je suis sûr que les Somaliens sont tout en bas. Et ce sont eux qui reçoivent le plus d'aide sociale.
La culture compte vraiment, les gars. Les Indiens ont peut-être d'autres défauts, mais ils ne sont pas un fardeau pour votre économie. En fait, ils la stimulent. Donc les Indiens ne se comportent pas comme ça, les Chinois ne se comportent pas comme ça. Ils s'intègrent bien, la deuxième et la troisième génération sont totalement intégrés. D'accord, mais ces gars-là, ils ne font pas que regarder. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Et c'est grâce à lui, en fait, que je sais que la communauté en Amérique prospère. C'est lui. Je le sais grâce à lui, c'est ainsi qu'on mesure nos progrès. S'il ne tweete pas, c'est que quelqu'un a fait une erreur, je le sais. Quelqu'un a foiré le truc. S'il tweete, je le sais. Je sais qu'on fait les bonnes choses. Oui, c'est comme ça que je le sais. Donc il est vieux et malade. Je sais qu'il ne verra peut-être pas notre prise de contrôle totale, mais je vous promets que ses fils en seront témoins, tout comme lui. Nous sommes venus pour exister, voir la terre des hommes libres, la terre des libertés. Et nous sommes ici, et nous ne partirons pas, nous ne reviendrons pas en arrière. Que veux-tu dire? Revenir? Tu devrais repartir en premier, comme tu es venu en premier, tu vois? C'est un très mauvais argument. Tous les Américains étaient anti-migrés. Stupide, oui, d'accord, mais les Américains sont venus et ils ont construit ce pays comme les Australiens blancs sont venus et ils ont construit l'Australie. Donc l'Australie telle que nous la connaissons, l'Australie moderne ou l'Amérique moderne ou le Canada moderne, cela a été construit par les Européens. Ils peuvent diriger leur pays comme ils veulent. Toi, tu n'as pas ce droit. Ce n'est pas comparable. Vous arrivez en tant que réfugié, vous arrivez en disant « S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Je veux faire partie de votre société. » Et au moment où vous entrez, Vous dites, nous ne partons pas. vous vous pliez à notre volonté, excusez-moi, vous. Et avec quelle armée? C'est pourquoi Donald Trump a en fait ordonné aux agents de l'Immigration and Customs Enforcement. J'adore le Immigration and Customs Enforcement essentiel pour tout pays occidental. Sérieusement, nous avons besoin de l'Immigration and Customs Enforcement. Ils font du porte-à-porte pour attraper des gens, donc c'est une bonne chose. Donc certaines de ces personnes essaient d'en faire une question raciste. Mais je suis tellement fier et heureux que nos Afro-Américains résistent aussi à cela. Ils disent « Frérot, c'est quoi ce délire, toi et nous, on n'est pas pareil. Écoutez ce patriote afro-américain. » Écoutez, je vais le dire et je vais le dire haut et fort. On s'en fiche que les Somaliens soient expulsés, ce n'est pas notre problème. Vous voyez, je n'ai de haine envers personne. Moi non plus. Eh bien, je comprends ça. Nous avons ici des groupes qui vous inspirent à venir en Amérique, qui n'aiment pas les Afro-Américains. Pas seulement les Afro-Américains. Je n'aime rien, ils n'aiment rien à propos de l'Amérique. Nous, le grand peuple de la société. Alors, quand ils viennent ici, ils ont déjà une sorte de mépris envers nous. Et nous, on n'a rien fait à ces gens-là. Tu vois, je suis allé au Minnesota. Et quand j'étais au Minnesota pour rendre visite à mon fils parce qu'il vit là-bas, mec, ces Somaliens sont partout et ils sont impolis. Ils agissent comme si tu n'existais pas quand tu leur parles. Ils te regardent comme si tu étais un étranger. Et je me dis, mec, tu es dans mon pays. Pourquoi tu regardes comme ça, tout de travers? Alors, fais-les partir, Trump. Ouais, fais-les partir, hein? D'accord, encore une. Écoute cette dame afro-américaine. J'arrive, les gars. On m'a menacé de mort si je viens au Minnesota, mais j'arrive. Je vais préparer sweats et t-shirts pour que vous puissiez vous battre et soutenir la cause. Parce que je m'apprête à parcourir les États-Unis, Vas-y, ma fille. l'Amérique, et comprendre ce qui se passe avec les Américains. Je ne me soucie de personne d'autre que des Américains. Voilà, je ne mets pas de noir devant, je ne mets pas de blanc devant. Je ne me bats pas pour des causes raciales, je me bats pour l'Amérique. Nous ne serons pas le Royaume-Uni. Tu comprends? Djihad, mon cul, ça n'arrivera pas tant que je serai là. Mais ils ont dit qu'il allait me faire sortir d'ici si je viens au Minnesota, alors je suis en route. On va commencer à collecter des fonds, on va lancer ça. Je veux que quelqu'un me lance un putain de GoFundMe. Je suis en route. Je ne pense pas que je rentrerai à la maison avant au moins 1 an. Mon Dieu, que Dieu bénisse l'Amérique. Voyager partout, foutre un sacré bordel pour tout le monde, sauf pour les Américains. C'est ce que je pense que je vais faire ici. J'arrive. Vas-y, ma fille. Personne ne peut faire de mal à l'Amérique si tu as des patriotes comme ça. Alors, de cette fraude de 8 milliards de dollars, dans quelle mesure Ilhan Omar en était-elle consciente? Je vais lire ça vite. Article du New York Post. Les liens d'Ilhan Omar avec une escroquerie à l'aide sociale d'1 milliard de dollars dans sa circonscription du Minnesota sont révélés. Omar a organisé des fêtes dans l'un des principaux restaurants cités dans la fraude. Je pense que c'est le même restaurant dont j'ai montré une vidéo plus tôt, je le savais.
L'une de ses propriétaires, désormais condamnée, ainsi qu'un de ses propres employés, Wu, ont également été condamnés. Tous deux ont été condamnés pour avoir volé des millions. Que savait-elle exactement? Combien? Votre supposition vaut la mienne. Elle a même présenté le projet de loi. Des Somaliens ont exploité cela pour escroquer la ville. Omar a proposé un projet de loi lié à une fraude de 250 millions de dollars. Pourtant, elle affirme en avoir été totalement ignorante. Désolé, ce projet de loi que j'ai présenté est utilisé. Oups, je ne savais pas, désolé. Elle savait qui étaient ces personnes. Des personnes qu'elle connaissait personnellement gagnaient des dizaines de millions de dollars grâce à ce programme, et elle n'en a pas touché un centime. Ça paraît louche. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'elle est innocente? Vous pensez que Trump a tort de faire ces commentaires? Je ne pense pas qu'il ait tort. Je l'ai toujours dit, les cultures sont importantes. Certaines n'ont pas la même vision de l'honnêteté. Je peux vous dire, vous garantir à chaque fois. Je peux parler du Pakistan, c'est une autre culture que je connais très bien. Je me souviens de chaque Pakistanais venu au Sri Lanka. Il disait, ces gars-là sont si crédules qu'on peut leur facturer n'importe quoi sans qu'ils protestent. C'est impressionnant de ça en soi. Je me disais, oui, parce que tout est basé sur la confiance, c'est une société à haut niveau de confiance. Mais j'ai vu l'inverse au Royaume-Uni. La société s'est passée d'un haut à un faible niveau de confiance. En accueillant davantage de personnes de pays à faible confiance, elles apporteront leurs habitudes du tiers-monde. Donc je pense que nous sommes plus proches du point de bascule que nous ne l'avons jamais été. Et l'Occident n'a pas été confronté à une menace existentielle de cette ampleur depuis la Seconde Guerre mondiale. Il revient à chaque individu de prendre fierté dans sa propre identité nationale. Défendez-la. Ne cherchez pas d'excuses. Ne laissez pas ces libéraux éveillés vous manipuler. Tenez bon. Très bientôt, dans chaque pays occidental, nous verrons émerger de plus en plus de partis de droite avec des discours encore plus forts, plus durs et plus radicalement à droite. Quand le moment viendra, votez pour la droite.